Alors il y a un ça marche? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis Axel Daucher. Je suis le fondateur de Make.org et je vais être le modérateur de cette session. Et je vais commencer par introduire un speaker un peu exceptionnel qui s'appelle Vincent Flibustier. Vincent Flibustier, il est très connu dans le monde, mais surtout en Belgique, parce que c'est le fondateur de Nordpress, qui est le Gorafi belge. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler des défis de la désinformation et des défis de l'information. Et ce qui s'est passé, c'est que Vincent, quand il a commencé à avoir un succès gigantesque en Belgique, s'est rendu compte qu'il était lui-même vecteur de désinformation et mal interprété. Et donc, il est passé de pyromane à enseignant. Et maintenant, il accompagne des techniques de lutte contre la désinformation assez innovantes. Alors maintenant, malheureusement, Vincent a été retenu par les événements que vous savez et il ne peut pas être avec nous physiquement. Il nous a préparé une intervention à distance, je suis vraiment désolé. Mais surtout, ne bougez pas parce qu'après, le panel va être exceptionnel sur un sujet qui vous touche tous. Merci à tous, la régie, pour Vincent. Bonjour tout le monde, ici Vincent Flibustier. Je suis ici pour vous faire un speech sur les fake news à l'heure de l'IA. Et non seulement j'avais la flemme de venir Bruxelles-Paris pour parler 15 minutes, mais en plus, n'est-ce pas un peu idiot niveau écologie ? Alors vous me direz, l'IA aussi ça consomme de l'énergie, mais bien moins que mon trajet en train. Enfin, il paraît qu'il y a des gens qui vont en jet privé à des événements sur le climat, les fake news à l'heure de l'IA, que dire ? Alors déjà, petite précision. Bonjour. Alors voilà, bonjour tout le monde, je suis quand même venu. C'était une blague, parce qu'on est le 1er avril. Voilà, donc bonjour tout le monde. Alors est-ce que je peux avoir mes slides ici, le PowerPoint, s'il vous plaît? Coucou. Non, ça c'est fait. Voilà, j'ai un retour là, super. Donc, j'ai 15 minutes pour vous parler de désinformation, faire un petit voyage autour des fake news et pour voir quels sont les vrais enjeux aujourd'hui, qu'est-ce qui en fait favorise la désinformation. Pour ça, je vais vous faire en 15 minutes, vous allez voir de manière très condensée ce que je fais en 2 heures, voire parfois en une journée complète avec des élèves. Voici donc un petit voyage au cœur des fake news. Donc tout d'abord, quel levier est-ce qu'on peut activer en tant que citoyen? Je vais passer avec vous le côté sociétal, politique, législatif, le côté algorithmique et puis le côté plus cognitif, personnel, sur comment est-ce que tout un chacun, on peut essayer de se défendre contre la désinformation. Tout d'abord, je me présente à vous comme ça a déjà été fait. Moi, j'ai commencé par faire des blagues sur Internet en 2014. Et entre 2014 et 2016, j'en ai beaucoup profité. Ça m'a parfois amené quelques ennuis. Si vous allez voir mon Wikipédia, on dirait que je suis Voldemort. Et encore, Voldemort, il a fait quelques trucs positifs dans sa vie. Ça m'a amené quelques soucis parce que j'ai eu des plaintes, fut un temps, notamment d'à peu près toute la famille Le Pen. Je n'ai pas été condamné pour ça, mais voilà. Et je me suis rendu compte, en fait, en 2016, à quel point les gens étaient crédules, à quel point, en fait, ça pouvait rapporter de l'argent, à quel point la désinformation était un business possible. Et ça l'a été pour moi. Et donc j'ai commencé à aller dans les écoles à partir de 2016, puisque des gens se sont dit, tiens, le mec sait comment ça fonctionne de piéger les gens avec des fausses infos, il peut peut-être apprendre aux élèves. Et aujourd'hui, c'est très à la mode, et vous devez connaître peut-être ce terme, on parle de théorie de l'inoculation. L'idée, c'est que si je vous piège avec une fausse info gentille, la prochaine fois que vous tombez sur de la grave désinformation russe, vous aurez finalement les mêmes réflexes, un petit peu comme un vaccin, littéralement. Et donc, petit à petit, j'ai commencé, comme Axel le disait, à passer du pyromane à celui qui essaye de faire un petit peu de prévention incendie et d'amener quelques réflexions sur le sujet. C'est ce qu'on va faire ici ensemble maintenant. Hop. Il y a donc 3 piliers, comme je vous le disais, en matière de désinfo. 3 piliers sur lesquels on peut essayer de travailler en tant que société. Et 2 piliers sur lesquels, vous allez voir, je suis malheureusement pas très confiant. Et je crois beaucoup en ce que nous, en tant qu'êtres humains, personnellement, on peut faire, même si parfois ça ressemble un peu à ce qu'on peut dire en matière d'écologie, à la théorie de celui qui fait pipi sous la douche. Néanmoins, on en a quand même besoin. On va donc le voir ici ensemble. Le premier problème, c'est tout ce qui est législatif. Ces dernières années, et particulièrement en France, parce que vous adorez faire des lois, en France, plutôt que de régler les problèmes ou de donner des moyens à la justice, on fait des lois sur des lois sur des lois sur des lois, plutôt que de faire appliquer les lois précédentes. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi au niveau européen. On a d'abord fait passer le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui nous a amené des bandeaux de cookies un peu partout sur Internet hyper énervants et qui font que, mine de rien, les grosses sociétés respectent quand même pas le RGPD. Il y a des fuites de données tous les jours en France, sans quasiment de condamnation. Et ensuite, on a mis en place le DSA, le Digital Services Act, dans lequel on s'est dit, cette fois c'est bon, on va les mettre à genoux, ces réseaux sociaux. Spoiler, il s'est de nouveau quasiment rien passé. Notamment aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où on veut faire, où la justice européenne veut agir pour mieux obliger les réseaux sociaux à contrôler l'info,
et en tout cas à limiter les discours de haine, la désinformation. On a M. Donald Trump qui passe des coups de fil en disant que si c'est comme ça, il mettra 50% de tarifs douaniers si on embête les géants d'Internet. Et donc malheureusement, on est assez démunis, et personnellement en tout cas, je ne suis pas tout à fait convaincu que ça viendra d'en haut, qu'on arrivera à régler ces problèmes, puisque malheureusement, on le voit, on rajoute de la législation sur de la législation, et il n'y a pas grand-chose qui change. D'où le fait qu'à mon avis, c'est l'éducation qui doit être absolument primordiale. Ensuite, hop, je passe dessus ici, excusez-moi. Vous le savez ici, pour vous donner un petit exemple du pourquoi les plateformes n'en ont rien à faire de leurs utilisateurs, vous êtes certainement déjà tombé sur des publicités trompeuses avec des deepfakes vous montrant Claire Chazal, Pierre Palmade, Patrick Bruel, Patrick Poivre d'Arvor ou tout un tas d'autres personnes super comme ça, vous proposez d'investir pour gagner plein d'argent. C'est donc des fausses personnes, des deepfakes de l'IA qui vous proposent de gagner de l'argent. Il y a des personnes qui récemment ont donné 800 000 € à Brad Pitt et ce genre de choses. Ce genre de choses, on les voit littéralement dans les fils de nos réseaux sociaux. Ça veut dire que si ça passe comme publicité sur Instagram, c'est que ça rapporte de l'argent à Meta, la société qui détient Instagram. Et ils le savent. L'année passée, il y a une enquête de Reuters qui a montré que Meta avait demandé à ses ingénieurs d'analyser la quantité de publicité frauduleuse sur son réseau. Ils savent qu'il y a 10% de publicité frauduleuse sur leur réseau. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en débarrasser ? Ils ont décidé d'augmenter le tarif publicitaire pour les publicités détectées comme des escroqueries. C'est littéralement comme si on avait un bar dans Paris dans lequel vous avez un pickpocket et que le patron du bar prend 30% de commission. Le jour où la police débarque en disant « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Le patron du bar dit « oui, je sais qu'il y a un pickpocket, mais j'ai augmenté ma commission à 40%. » C'est du délire. Malheureusement, tout ce qui se passe sur Internet n'est pas correspondant à la vie réelle. Si vous aviez un panneau géant avec Emmanuel Macron qui vous propose d'investir dans le Bitcoin, sur la place ici devant le Grand Palais, dans la journée il est démonté, l'imprimeur aura des problèmes, le mec qui a loué le panneau, on va faire une enquête. Sur Internet, Meta et les réseaux sociaux sont complètement impunis. Donc là-dessus, personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on y arrivera. La deuxième partie, c'est la partie algorithmique. Aujourd'hui, on est tous manipulés par différents algorithmes des réseaux. Et ça fait d'ailleurs partie des problèmes du DSA, c'est que théoriquement, ce règlement européen oblige les plateformes à donner leurs algorithmes à des chercheurs. Spoiler à nouveau, pour le moment, à ma connaissance, aucune plateforme ne l'a fait. Elles sont toutes en infraction et il ne se passe rien. Et il ne se passe rien parce que M. Trump gueule quand on essaye de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on a des algorithmes qui sont des véritables boîtes noires dans lesquelles on ne sait pas l'information qui nous est diffusée. Ce qu'on sait via diverses sources, divers lanceurs d'alerte, c'est qu'il y a de la manipulation de l'information directement dans l'algorithme. C'est-à-dire qu'on a vu que l'algorithme de X, anciennement Twitter, quand on utilisait son intelligence artificielle, allait d'abord voir l'avis d'Elon Musk sur une question avant de répondre. Et donc l'IA répondait comme Elon Musk. On peut voir que très facilement, un algorithme de réseau social, et ça nous arrange bien, ce qu'on va faire shadow ban du contenu, et donc il va mettre de côté du contenu lorsqu'il y a des mots violents. Lorsque vous avez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous voyez des mots comme sexe qui est bipé. On va remplacer une lettre par un autre afin que l'algorithme ne détecte pas un mot problématique. Mais il faut bien se dire, et on ne peut le voir que de l'extérieur, malheureusement on n'a pas accès au code, qu'évidemment que sur TikTok, lorsqu'on dit le mot Ouïghour, lorsqu'on dit le mot Tibet, lorsqu'on dit le mot Taïwan, le contenu est moins mis en avant. Le contenu, il est toujours là sur la plateforme. Si vous cliquez dessus, le contenu, il est là, mais personne ne va le voir. Et cette manière de cacher de l'information aujourd'hui, elle est terrible parce qu'elle nous prive d'une information de qualité, parce que tout un chacun, on est devenu esclave de ces algorithmes. Et s'il y a un truc en tant que citoyen, je pense qu'on doit pouvoir faire, et en tant qu'organisation éventuellement dans laquelle vous travaillez, c'est mettre en place des newsletters, les travailler, pouvoir essayer de contrer ces algorithmes en essayant de passer à côté, parce que sinon, on donne tout notre pouvoir à notre société démocratique dans un algorithme qui est une pure boîte noire. Dernière petite chose ici sur les facteurs clés qu'on peut avoir au sein des algorithmes et les problèmes principaux qu'on a. Et dans un événement comme celui-ci, je voulais absolument vous en parler. Je vais voir si là ça se lance ou pas. Ouais, ça se lance. La vidéo que vous voyez ici est ce qu'on appelle du rage bait. Alors s'il y a des gens d'origine italienne dans la salle, vous pouvez fermer les yeux quelques instants, parce que c'est pas beau à voir. La dame en question va mixer des pâtes et ensuite elle va refaire des pâtes à base de pâtes. Évidemment, vous vous dites, oh là là, ces Américains, ils cuisinent quand même super mal. Alors certes, les Américains cuisinent mal, mais c'est fait exprès. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous faire réagir. L'objectif, c'est de vous énerver. Et il y a des personnes qui l'ont bien compris. Sur les réseaux sociaux, il y a deux choses qui font que ça fonctionne. Il y a le temps de visionnage, donc on va vous pousser à regarder jusqu'au bout la vidéo. Et il y a également le commentaire, le fait que ça vous énerve. Et donc que le commentaire soit positif ou négatif, c'est ça qui va être mis en avant sur le réseau. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nuances. C'est qu'en fait, un propos nuancé ne génère pas de réaction, alors qu'un propos qui vous énerve va en générer. Je vous montre un autre exemple ici. Ça, c'est tiré de mon compte TikTok à moi.
c'est dans mes vidéos les plus vues sur mon compte TikTok, alors que c'est une des plus bêtes. Je vous montre ici un exemple, je ne sais pas si on va bien entendre le son. Petit tuto pour chez vous. Ouvrir une porte fermée à clé avec une simple brosse à dents. Vous devez insérer la brosse à dents assez fine dans la serrure, vous la tapez bien à fond. Et là, on va utiliser les micro-vibrations générées par le fait de frotter la brosse comme ça. Ces micro-vibrations vont remonter le long du manche et vont débloquer le truc. Vous écoutez bien, quand ça fait clic, c'est bon. Là, vous avez le temps de visionnage. Hop. Et voilà. Là, les gens commentent en disant « On entend bien que tu as fait avec ta bouche. » C'est pas grave, vous me donnez des vues. Non, j'arrive pas à la retirer. Mais ça marche. Alors pour la retirer... Alors ne faites pas ça à la maison, je l'ai fait chez ma mère un jour où je passais, j'ai jamais réussi à retirer cette brosse à dents, elle ne s'est plus fermer sa salle de bain depuis 2 ans. Mais gardez bien ça en tête, je vous en montre une dernière ici, ça a fait 5 millions de vues, avec des milliers d'insultes de gens qui, vous allez le voir ici, sont persuadés que je ne comprends pas comment fonctionne le boycott. Donc le contexte c'est quoi? C'est que des gens boycottent Coca-Cola parce qu'ils travaillent dans les territoires occupés en Cisjordanie, et moi je fais le Belge qui boycotte et qui comprend rien au boycott, parce que les Belges ils sont bêtes. Il faut tous boycotter Israël. Alors vous allez au magasin et vous cherchez, non, ça c'est beau, ça c'est beau. Voilà, prenez un coca. Voilà, et alors maintenant... Dans ta gueule, coca. Prends bien ça dans ta gueule, Israël et son président Netanyahou. Voilà, et donc là ici, petite chose, dernière chose là-dessus, gardez-le en tête, parce que pour les combats écologiques, c'est très important. Moi j'ai l'impression, je suis belge, mais je vous regarde beaucoup en tant que Français, parce que la Belgique c'est chiant, donc on est obligé de regarder vos chaînes de TV, votre actu, ce qui est quand même un peu plus amusant. Il y a énormément de gens dans le débat public qui, à mon sens, n'existent que parce que des gens les détestent. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un réseau social, un influenceur, un créateur de contenu, son contenu va être mis en avant sur le réseau parce qu'il y a des réactions. Donc si vous voyez quelqu'un qui dit une énorme connerie, qui dit quelque chose de dangereux, de violent, de bête, si vous le repartagez en disant « c'est honteux », vous lui donnez de la visibilité. Et donc ça, toute petite technique, si vous ne pouvez pas vous empêcher de réagir, parce que je crois que parfois il faut ignorer, prenez une capture d'écran. Juste un petit tips comme ça au moins vous ne donnez pas de la visibilité algorithmique. Parce que dans le monde dans lequel on est, en matière d'écologie, en matière de personnes qui font de la désinformation climatique, si vous avez une personne qui balance une crasse sur CNews et que vous avez 5000 chercheurs qui viennent le partager en disant c'est honteux ce qu'il dit, que la vidéo du coup fait 100 millions de vues, 1 million de vues, et qu'ensuite CNews regarde les chiffres de la semaine en se disant ah ben ce mec-là qui a dit une saloperie, il fait du chiffre, on va le réinviter. Demandez-vous si parfois vous ne participez pas directement à nourrir la bête que vous voulez dénoncer, et parfois par des toutes simples techniques comme une capture d'écran, on s'en sort très bien. Je vois que je parle trop et que j'ai déjà quasiment plus de place ici. Dernière chose là-dessus, sur laquelle je pense qu'on peut agir, c'est tout ce qui est cognitif, c'est tout ce qu'on peut arriver à faire pour penser un petit peu contre soi-même. Si je vous dis que les Belges sont 24% plus intelligents que les Français, vous allez rejeter l'info de base. Ce qu'on peut appeler biais de croyance ou d'autocomplaisance. Si je vous dis au contraire que les Français sont plus intelligents que les Belges, vous allez faire « ouais, bien vrai, ça je partage, je like ». Et moi l'inverse, bien évidemment. Méfiez-vous de ça, parce que là aussi, les réseaux sociaux, les algorithmes finissent par ne plus nous montrer que ce qu'on croit déjà pour vrai. Et même si vous êtes convaincu que vous avez la vérité et que vous êtes du bon côté, sachez que comme, je ne sais plus qui le disait, Coluche ou un truc comme ça, l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui l'ennemi. Et on ne se rend pas toujours compte, dans les bulles dans lesquelles on se trouve sur les réseaux sociaux, que finalement, on n'a plus toujours la pensée de l'autre, on ne voit plus toujours ce que l'autre raconte. Et si l'autre vous semble idiot, c'est peut-être que vous ne voyez pas les mêmes informations que lui. Parce que sur les réseaux, on n'a pas accès à toute l'info, on a accès à seulement une information dans un couloir qui dépend du bon vouloir du propriétaire de la plateforme, de nos bulles de filtre dans lesquelles on s'est mis à force d'aller chercher du contenu qui nous intéresse. Et j'ai encore plein d'autres slides à vous montrer, mais j'ai très mal géré mon temps. Et donc, petite dernière chose ici pour vous dire, en ayant une dernière petite slide ici, je pense que si tout un chacun, on pouvait à chaque fois qu'on voit passer un contenu, nous demander est-ce qu'on connaît la source, faire des recherches sur la source, voir si la source est de confiance, et voir si d'autres sources valident l'info, on se débarrassera, à mon avis, d'une grande partie de la désinformation. Et je vous remercie parce que sinon je vais me faire trucider. Merci à vous. Ah, je reste là peut-être? Non, je ne sais pas. Merci. Hop, voilà. Ok, je reste là moi? Ah non, non, je m'en vais. Je m'en vais. Bravo et merci beaucoup Vincent. Bah, ravi qu'il ait pu venir finalement, quelle surprise. La mise en scène de ce qu'on est en train de vivre et ce dont on va parler
grâce à Vincent, est assez illustrative. Et là maintenant, on va le prolonger à travers un panel avec 3 intervenants exceptionnels que j'appelle sur scène, Lorraine Boudard, Lucille Berland et David Chavalarias. Alors, merci à tous les 3. Lorraine, tu es fondatrice de Climax, donc un journal indépendant, et ça va être un sujet très important aujourd'hui, mais je te laisserai en parler. Lucille, tu es journaliste, réalisatrice indépendante, travaille beaucoup notamment pour France Télévisions, mais pour d'autres médias aussi, et tu es cofondatrice de Fake Off, attention, j'ai bien dit Fake Off, et coprésidente de l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Et enfin, David Chavalarias, que plus personne ne présente, chercheur, directeur de recherche au CNRS, très impliqué sur justement la manipulation algorithmique, on le verra un peu plus tard. Alors, il y a plein de sujets. Le thème d'aujourd'hui, c'est les défis de l'information. Donc, ça recouvre un champ très large. On ne va pas tout traiter. Mais pour commencer, je voulais proposer à chacun de se présenter et de répondre à une question très simple qui va donner un petit peu l'étendue du sujet. La question que je pose, c'est réseaux sociaux, États étrangers, médias privés, médias publics aussi, et acteurs de l'IA, quels sont les principaux vecteurs de la distorsion de l'information selon vous? Répondre très bref, hein, c'est juste un petit warm-up pour démarrer. Donc je vous propose de vous présenter et de répondre rapidement à cette question. Lorraine, je te propose de commencer, on va le faire dans ce sens-là. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis hyper heureuse d'être ici et de partager cette table ronde avec vous. Donc moi, je suis Lorraine Boudard, donc la cofondatrice du média Climax. Le dernier numéro qu'on a sorti s'appelle « On peut plus rien lire » et il traite de la concentration médiatique justement. Et on a voulu non pas simplement rester sur le constat de la concentration médiatique, mais aussi essayer d'aller voir les solutions pour un horizon médiatique plus désirable ou en tout cas qui fait plus envie. Et donc, pour ce qui est de les raisons de la distorsion de l'information, elles sont un peu toutes celles que tu as citées. Mais puisque le dernier numéro s'appelle « On peut plus rien lire », je pense que je vais m'attarder sur un seul, qui est celui de la concentration médiatique, parce que je pense que mes camarades parleront d'autres sujets. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup s'attarder sur les réseaux sociaux, comme ça a été fait tout à l'heure. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont un vrai rôle sur la désinformation en ligne, mais je trouve qu'il y a une manière un peu caricaturale parfois de se dire les fake news c'est TikTok et c'est les jeunes. Or, je pense que l'impact d'une chaîne comme CNews est d'autant plus problématique sur la population en âge de voter. Et donc c'est un point sur lequel nous, on a essayé d'enquêter dans ce dernier numéro. Et en fait, de se dire qu'en France, on a 10 milliardaires qui possèdent 90% de la presse quotidienne, qui possèdent 50% de l'audience de la télévision et 40% de celle des radios, c'est quand même un problème démocratique excessivement fort quand on se dit que les personnes qui maîtrisent le débat démocratique en France tiennent dans un camping-car, quoi. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut collectivement qu'on se pose tous ensemble pour essayer d'esquisser des solutions et de réfléchir à des manières de faire autrement. Et en fait, ce qui est toujours intéressant, je trouve, quand on parle de concentration médiatique, c'est d'aller voir ce qu'en disent les autres. Et parce que souvent, quand on le dit en France, on peut se faire taxer de militant radical, quoi. Mais par exemple, il y a 2 exemples que je trouve intéressants. C'est le premier, un article du Financial Times qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle « Il est temps de guillotiner ». Guillotiner, ce sont les mots du Financial Times, les avantages fiscaux des super riches en France. Et dedans, en fait, le Financial Times s'émeut du fait que les quelques milliardaires français puissent avoir une influence aussi démesurée sur le débat démocratique de par leur possession de médias. Et le deuxième exemple, c'est l'interview de Pierre-Édouard Stérin qui est sortie dans le New York Times il y a quelques jours, que vous avez peut-être vu passer aussi. Donc Pierre-Édouard Stérin, qui est un milliardaire d'extrême droite que vous connaissez toutes et tous, je pense, qui, dans cette interview du New York Times, explique qu'il se positionne à la droite de l'extrême droite sur les questions migratoires, quand même,
et que donc il est là pour influencer volontairement le débat démocratique en France. Et le New York Times se pose la question de se dire mais est-ce que quand même tout ceci est bien raisonnable? Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir ce que dit la presse étrangère de notre système démocratique pour avoir ce regard extérieur-là. Merci, merci beaucoup. Là, on est rentré dans le vif du sujet, là, sur la concentration des médias, on est bien parti. Lucille, donc, petite, présente-toi, choisis ton élément de distorsion, et puis tu peux enchaîner directement. Pas évident de choisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est mieux comme ça. Pas évident de choisir parce que dans tous ceux que tu abordes, à mon sens, ils sont tous un peu responsables. Donc c'est une réponse de Suisse, mais il me semble que c'est celle qui est conforme à la réalité. Aujourd'hui, pour parler de ce que je connais à travers Fake Off, donc, qui est une association d'éducation aux médias où on intervient dans les collèges, les lycées, les médiathèques, les bibliothèques, les centres sociaux, les prisons, auprès de mineurs et d'adultes. Je complète un peu Lorraine, mais nous, pour le coup, ce qu'on voit beaucoup, en tout cas chez les jeunes, c'est quand même le rôle des plateformes et ce pouvoir des algorithmes qui les enferment. Et là, je ne vais rien vous apprendre, mais dans des bulles de filtre et dans des sujets et dans des tornades, des spirales, parfois de violence, de mal-être, de désinformation, bien sûr. Et donc, il y a quand même une forme d'impunité encore aujourd'hui, malgré la législation qui évolue au niveau français et au niveau européen. Et il y a des évolutions qui vont dans le bon sens, mais il y a quand même aujourd'hui, et c'est pas pour rien qu'il y a un débat au Sénat avec une proposition de loi la semaine prochaine qui va être débattue. On a vu que l'Australie, il y a 3 mois, vient de passer une loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, avec un contrôle de l'âge pour les jeunes. En France, ça va être en débat, on parle plutôt de 15 ans, mais le sujet va être mis sur la table. Il faut avancer sur ces sujets-là parce qu'il faut avoir en tête la concurrence que représentent les smartphones et les écrans par rapport à l'école. Quand je vais en classe et que je fais une intervention, j'ai fait 6 interventions la semaine dernière à Rouen, dans un lycée. Les lycéens que j'ai en face de moi chaque jour passent en moyenne autant de temps sur leur téléphone qu'à l'école, chaque jour, plus le week-end. Les élèves passent en moyenne entre 30 et 40 heures par semaine sur leur téléphone, soit plus qu'à l'école. Donc, si on n'adresse pas ce sujet-là, en introduisant de manière obligatoire, beaucoup plus systémique, parce qu'il y a encore des déserts de l'éducation aux médias en France, il y a encore plein d'endroits où on n'en fait pas assez, et par des volumes horaires beaucoup plus conséquents, parce qu'actuellement, nous, par exemple, Fake Off et plein d'autres associations, quand on vient, c'est 2 heures ou 2 fois 2 heures. Or, la concurrence, ce qu'on a en face de nous, la désinformation, la propagande, le greenwashing, les ingérences étrangères, etc., ce que les jeunes voient sur leur téléphone ou les moins jeunes, c'est énorme, c'est partout. C'est avec des nouvelles technologies, avec de l'IA et des deepfakes aujourd'hui, avec des nouvelles stratégies et des nouveaux outils technologiques qui font que c'est extrêmement difficile de lutter. Donc, donnons-nous les moyens de pouvoir lutter et donnons-nous les moyens, notamment financièrement, en dotant l'école de plus de volume horaire sur la thématique de musclage d'esprit critique et d'éducation aux médias. Est-ce que tu peux, notamment avec l'Observatoire sur les atteintes à la liberté de la presse, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vois, alors on parle plutôt du contexte français ici, comment tu exprimerais le niveau de danger sur la liberté de la presse en tant que telle, ces atteintes et le lien avec notre sujet d'aujourd'hui? Merci beaucoup de me donner la parole sur ça aussi et pardon de monopoliser sur les 2 casquettes. En tant que coprésidente aussi donc, de l'Observatoire des atteintes à la liberté de la presse, j'avoue qu'on est assez inquiet. C'est pas pour rien qu'on l'a monté. C'est 3 ans de travail. Et ce premier rapport qui porte sur les atteintes de 2024, il démontre que les dangers, là encore, viennent de différents acteurs et de partout. Et notamment, l'un des buts, c'était d'aller catégoriser, d'aller voir qui sont les acteurs aujourd'hui en France qui nous empêchent de travailler, qui nous entravent. Est-ce que c'est plutôt les citoyens, les acteurs publics, les entreprises qui cherchent à nous empêcher d'accéder à des lieux, à des événements, à des données publiques
où est-ce qu'on est entravé, où est-ce qu'on est parfois frappé, violenté, insulté. Récemment encore, une collègue, Nassira El Mouadem, la semaine dernière, s'est fait insulter dans les colonnes du Monde, donc devant un journaliste, un sénateur. A appelé à la frapper, à la fouetter, a dit qu'il irait jusqu'au bout et même à la tuer. Donc on est quand même sur des degrés de violence assez affligeants. On a l'impression qu'il y a des digues qui cèdent. Les journalistes ne sont pas les seuls à le voir dans les sphères associatives, les élus eux-mêmes le disent, mais on a l'impression quand même qu'il y a une sorte de glissement assez inquiétant. Et donc voilà, de la part d'acteurs privés, on montre que de la part d'acteurs publics, par exemple, on montre que 42% des auteurs d'atteintes dans ce rapport-là viennent de la sphère publique, sont des représentants de l'État, des forces de l'ordre, etc. Et voilà, il y a aussi des acteurs privés, il y a aussi des citoyens, il y a aussi beaucoup de harcèlement en ligne. Donc on voit que voilà, la menace, elle est multiforme, elle est d'un peu partout. Il faut lutter un peu sur tous les fronts, mais voilà, en parlant et en le recensant, et en s'en alertant collectivement, on espère que ça apportera un petit peu plus ses fruits. Merci beaucoup. Alors David, je vais te laisser te présenter, parce qu'il y a pas mal de bouquins, et répondre à la petite question, et enchaîner sur ton sujet de prédilection. Oui, alors donc David Chavalas, tu m'as déjà présenté. Comme on est court, je vais faire court. Je vais commencer par quelques évidences. La première chose, c'est que les croyances et les décisions que nous prenons dépendent en fait de l'information que nous avons sur le monde. Ça, c'est un petit peu une évidence. Et si on regarde en fait où on va chercher l'information, eh bien de manière croissante, c'est les médias numériques, les médias en ligne. Et donc je vais me concentrer sur ces médias-là, même si les autres, la presse, etc., c'est aussi important. Mais pour vous donner déjà par exemple 2 chiffres, aux États-Unis, les médias sociaux en termes d'heures de visionnage sont passés devant la télé. C'est à peu près 3 heures, un peu plus de 3 heures par jour par personne. En France, vous avez 1/5 des Français qui disent que leur principale source d'information, ce sont les médias sociaux. Et quand vous regardez l'évolution dans le temps, on voit que ces statistiques ne cessent de croître avec le temps. Donc ça évolue. Donc maintenant, les médias sociaux, on en a parlé beaucoup pendant cette table ronde et Vincent avant moi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une certaine manière, vous êtes dans des espaces où vous ne décidez pas ce que vous voyez, c'est un algorithme qui vous l'apporte, et vous ne décidez pas qui vous écoute, parce qu'en fait, quand vous parlez, vous dites quelque chose, eh bien c'est l'algorithme qui va décider qui va le voir. Et donc ça s'appelle l'intermédiation, c'est-à-dire que c'est quelque chose entre vous et les autres qui va décider de comment circule l'information. Et ça, c'est un problème, puisqu'il y a toutes les distorsions dont on a parlé. Et le deuxième problème, c'est que c'est extrêmement concentré. Facebook, par exemple, c'est 3 milliards d'utilisateurs. 3 milliards d'utilisateurs, il faut se représenter ça, c'est plus d'un tiers de l'humanité. Et donc quand Facebook décide de changer son algorithme, eh bien ça va changer pour 3 milliards d'utilisateurs. Pareil pour d'autres plateformes qui sont assez importantes. On l'a déjà mentionné, ce sont des plateformes qui du coup vont décider quels sont les contenus qui vont être diffusés ou moins diffusés. Donc par exemple sur X Twitter, la toxicité est plus diffusée. C'est aussi des plateformes où ce que vous recevez, vous pensez que vous vous abonnez à des gens, mais en fait, une grande partie, ce sont des contenus non sollicités qui vous sont montrés. Donc encore une fois, par exemple sur X, vous avez entre 1 tiers et 50% des contenus que vous voyez, ça ne vient pas des gens de vos abonnements. Ça ne vient pas de vos abonnements, c'est des contenus qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire que la personne qui décide, ou le groupe de personnes qui décident quels sont ces contenus-là, a un énorme pouvoir. Et donc en fait, ce sont des environnements où on vous a amené et où littéralement vous êtes le produit. Il y a eu toute une vague dans les années 2000 où on voulait vous vendre des publicités et maintenant on vous vend des opinions. Par exemple, il faut savoir que pendant les dernières élections européennes et législatives, Facebook a vendu les données des Français à la Russie pour faire de l'ingérence électorale, pour favoriser certains partis aux élections européennes. Donc en fait, petit à petit, si vous voulez, la manière de se faire représenter le monde, d'acquérir l'information, est amené dans des environnements où on ne contrôle plus rien. Et c'est encore en train d'empirer, je vais dire, d'une certaine manière, avec aussi les intelligences artificielles, qui sont une autre manière de vous apporter de l'information, mais de manière dialectique, où on va discuter avec vous, mais ça va être juste quelque chose, un engin qui va être contrôlé pour vous dire certaines choses. Et donc, ces nouveaux environnements, la question, c'est à quelle fin ils sont utilisés et à qui ils appartiennent. Et on voit que autre menace donc, qui est en train d'arriver, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Autant avant, c'était à des fins commerciales, on essayait de vous vendre du shampoing, des chaussures, des choses comme ça. Autant maintenant, on va vous vendre des opinions et ça va être utilisé aussi à des fins autant politiques que géopolitiques. On a parlé tout à l'heure de Donald Trump qui menaçait l'Europe si elle s'attaquait à la Big Tech. Eh bien parce que autant Facebook que X que Instagram sont devenus des instruments de guerre hybride et d'influence des populations. Si par exemple il y a la question du Groenland, est-ce que c'est bien ou pas que les États-Unis les envahissent? Eh bien s'il y a des campagnes sur les réseaux sociaux pour dire que finalement c'est bien, ou que les contenus qui disent que c'est bien sont plus mis en avant que les autres, ça va changer l'opinion publique. Et donc c'est cette perte de contrôle à la fois sur notre manière de s'informer nous-mêmes et sur l'opinion publique qui est inquiétante, avec la montée d'acteurs qui avant étaient par exemple des acteurs oscillo-démocratie qui intervenaient de manière externe, donc par exemple la Russie, la Chine intervenaient de manière externe sur ces réseaux-là, par exemple en créant des faux comptes, et maintenant des acteurs qui possèdent ces infrastructures, notamment les États-Unis, qui eux peuvent intervenir de manière interne en modifiant directement l'algorithme. Et là, le résultat, c'est que nous n'avons plus aucun contrôle sur comment nous informons, sauf à aller ailleurs. Merci. Alors là, on a fait un bon point de vue. On a regardé les effets de la concentration, on a regardé les effets des abus sur la liberté de la presse, des réseaux sociaux en tant que tels, de ceux qui les possèdent et d'utilisation par les puissances étrangères. Donc on est vraiment au cœur de ce qu'on vit tous. Moi, je voudrais personnellement juste faire un point qui me touche. Il n'est pas très important, mais c'est important de l'avoir en tête. C'est le point des médias publics. Les médias publics sont des médias sur lesquels on a confiance a priori. Tout dépend du gouvernement qui est derrière. Si c'est Trump qui a élu en France, on peut se douter que les médias publics vont avoir une autre couleur. Donc l'indépendance des médias publics est aussi importante que l'indépendance des médias privés. C'était mon point, le point que je voulais faire. On va passer aux solutions. Sur l'ensemble de ces points-là, il y a des solutions. Il y a des exemples qui commencent à arriver dans d'autres pays en France et on va faire un tour de piste. Et on va commencer par toi, Lorraine. Vraiment, quels sont les éléments que tu vois arriver, les idées, les pistes que tu pousses, et puis aussi l'exemple de Climax en tant que tel qui est une solution. Oui, parce que comme je disais en introduction, nous, on a voulu essayer d'aller plus loin que ce constat un peu désespérant là qu'on vient de brosser. Et il y a justement un exemple sur la défense de l'indépendance de l'audiovisuel public qui est celui de l'Allemagne, où il y a un principe qui s'appelle le Staatsferne, et ça veut dire la distance vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il faut savoir qu'il y a une redevance publique qui a été supprimée par exemple en France par Macron, qui est de l'ordre de 18 € par mois, donc c'est très cher. Mais il n'y a que l'extrême droite allemande qui veut la supprimer. Et en fait, cette redevance, elle est collectée par un organisme indépendant et tout l'ensemble de l'audiovisuel public allemand est géré par un organisme indépendant, avec ce principe de Staatsferne, donc on est loin de l'État. En revanche, par exemple, en Italie, l'audiovisuel public est très proche du pouvoir, et ce qui pose problème aujourd'hui avec Meloni notamment. Mais sinon, sur d'autres solutions que nous, on a essayé de brosser, il y en a une, moi, que je trouve particulièrement intéressante à vous communiquer, c'est l'exemple de la Finlande, qui, en fait, est un pays assez particulier parce que c'est un pays qui partage plus de 1500 km de frontières avec la Russie. Et donc, dès 2014, avec l'annexion de l'Ukraine, en fait, la Finlande s'est pris une vague de trolls russes avec une vague de désinformation hyper poussée et hyper puissante. J'ai dit quoi? Ah non, de la Crimée, pardon. Pardon, de l'annexion de la Crimée. Et donc, ce qui s'est passé en 2014, c'est que le gouvernement finlandais a décidé de riposter massivement et d'engager un grand plan, notamment de l'éducation nationale. Et c'est ce que Lucie disait tout à l'heure, ça rejoint ce que Lucie disait tout à l'heure. Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a de l'éducation aux fake news dès 3 ans. Donc, c'est très, très jeune. C'est vraiment dès la maternelle, en fait, les enfants apprennent non seulement à reconnaître une fake news, mais aussi à en créer. Parce qu'en fait, ça part du principe qu'il faut apprendre à en faire pour apprendre aussi à mieux les reconnaître. Et donc, c'est une éducation qui infuse dans toute l'éducation nationale en Finlande et qui va durer jusqu'au plus vieil âge, parce que même les plus âgés, en fait, vont pouvoir se former à ces fake news. Et il y a l'exemple des boomer traps que vous connaissez peut-être. C'est
contenus générés par IA qui sont générés spécifiquement pour les plus âgés, pour les choper sur les réseaux sociaux et leur faire croire des choses qui sont fausses. Et donc tout ça, en fait, c'est aujourd'hui un truc qui est enseigné à une échelle massive et jamais vue ailleurs en Finlande. Et je trouve que c'est un exemple qui est très intéressant aujourd'hui et qu'on pourrait tout à fait dupliquer en France. Parce qu'effectivement, il y a ce rôle de l'IA qui arrive aujourd'hui. Et il y a non seulement la génération de fake news, mais il y a aussi la capacité de l'IA à étiqueter comme faux du vrai. Et ça, c'est un peu le deuxième truc dans lequel on est en train de tomber. Et ça a été le cas, notamment l'exemple le plus récent, c'est les frappes américaines qui ont touché l'école de Minab en Iran et qui a tué 110 écolières. Il y a une image qui représente le cimetière de ces 110 écolières qui a été catégorisée comme faux, comme un fake, par Grok ou par Gemini, alors que c'est une vraie image. Mais l'intelligence artificielle nous dit que c'est faux. Donc c'est encore une autre étape de confusion entre le vrai et du faux. C'est-à-dire non seulement l'IA génère du faux, mais en plus nous dit que le vrai est faux. Donc là, c'est un peu le marasme dans lequel on est, quoi. Et si une des solutions, ce sont des médias indépendants, ça existe encore, les médias indépendants? Comment ça vit un média indépendant? Ouais, c'est une bataille, hein. Effectivement. Donc Climax, ça vit, ça existe. C'est une petite rédaction qui est indépendante, donc qui existe sans publicité en plus. Il n'y a pas de publicité dans le magazine. Donc c'est un combat quotidien, mais qu'on mène notamment grâce aux abonnés et grâce aux dons. Et il y a de plus en plus de médias aujourd'hui qui vivent grâce aux dons et grâce aux abonnés. Et je pense que c'est un écosystème qui va continuer de s'enrichir. Mais on a besoin de petits médias indépendants, mais on a aussi besoin de gros médias indépendants. On a besoin des deux. Ouais. Et donc nous, on est petits, on peut faire plein de choses, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, comme des gros médias indépendants. Donc c'est important que les deux survivent, mais effectivement, évidemment, abonnez-vous à Climax. Lucille, qu'est-ce que tu as comme solution miracle? Alors, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a plein de choses à faire et de partout, heureusement. Pour te compléter, alors oui, il faut des petits médias indépendants forts et ils ont besoin de sous, donc abonnez-vous et donnez-leur des sous. Et j'ai tendance à dire aussi que pour tous les autres, tous les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer justement un abonnement à un média, il faut aussi lutter sur le terrain de la législation et faire changer la loi et poser des garde-fous, faire évoluer la loi pour qu'elle soit encore plus protectrice et plus vertueuse, pour que les médias en place, qu'ils soient publics ou privés, soient plus vertueux. Et donc, il y a des propositions très concrètes qu'on a défendues, que personnellement j'ai défendues, on n'était pas forcément tous d'accord, mais dans le cadre des États généraux de l'information qui avaient été lancés par Emmanuel Macron en 2024, où on a travaillé pendant quasiment un an à des propositions pour essayer de transformer et de moderniser l'espace informationnel et de le sécuriser aussi. Pas une mince affaire. Et donc, parmi ces propositions, s'il y en a 2-3 que je pouvais citer, l'une de celles qui nous inquiète et qui est prioritaire, parce qu'en termes de planning, là, il s'agit de surtransposer une loi européenne dans le droit français, et on a jusqu'à mai pour le faire, donc il nous reste 1 mois ou 2. Et c'est la directive sur les procédures bâillons, ce qu'on appelle les slap action. Et c'est des procédures qui nous inquiètent beaucoup parce que, alors, elles ne visent pas que des journalistes, mais parfois elles visent des journalistes, parfois des avocats, parfois des personnalités publiques. Et ça vise à décourager, intimider avec des procès, souvent longs, très coûteux, et notamment pour des médias, et notamment pour les petits médias indépendants à l'économie déjà fragile. Et donc, il faut absolument que la surtransposition dans la loi française soit plus protectrice que la loi européenne actuelle, parce qu'elle n'est pas suffisante. Notamment, elle impose que la procédure soit transnationale. Or, 9 procédures sur 10 ne sont pas transnationales, ne sont pas entre 2 pays. Donc ça enlèverait d'office 90% des procédures. Je pense aussi à la protection du secret des sources qui nous inquiète beaucoup. On a eu l'exemple très médiatisé d'Ariane Lavrieux il y a 2 ans et demi en France, la journaliste de Disclose. Mais le secret des sources, c'est un signal extrêmement inquiétant, pas seulement pour nous, corporations, journalistes, parce que demain, on aurait plus de mal à pouvoir révéler des choses sur l'environnement, sur le monde de l'entreprise, sur des élus, de la corruption, etc.
mais pour tout un chacun, pour tous ceux d'entre vous qui demain pourraient être des lanceurs d'alerte et qui s'auto-censureront si demain ils ont l'impression que la protection des sources n'est plus garantie. Ils auront beau avoir confiance en leurs journalistes, ils se diront bah oui, mais comme Ariane Lavrieux, eh bien on va un jour frapper chez elle à 6h du matin et venir lui saisir ses disques durs, ses carnets, son ordinateur et aller fouiller pour remonter ses sources. Donc il faut absolument mieux garantir le secret des sources. Éventuellement, c'est un serpent de mer, mais ça fait 10-15 ans que certaines associations et journalistes et syndicats le demandent, donner un droit d'agrément, une sorte de droit de veto aux rédactions pour qu'elles puissent s'opposer en cas d'arrivée et de changement brutal d'un actionnaire et en cas de changement brutal de ligne éditoriale. Donc voilà, il y a plein de propositions sur la table, il faut être audacieux, il faut en discuter, continuer à en discuter parce que tout le monde n'est pas forcément 100% d'accord, mais il faut absolument continuer à en discuter et mettre tous les acteurs autour de la table parce qu'il y a beaucoup à faire. Et dernière chose, vous, citoyens, vous pouvez, chacun, citoyen, organisation, si vous avez des entreprises, financer aussi les organismes qui œuvrent sur le champ de l'éducation aux médias, Fake Off, mais plein d'autres, et dans le champ de la garantie de la liberté de la presse, comme l'OFALP et comme d'autres aussi. Merci beaucoup, Lucille. Alors là, il faut vraiment que tu aies des solutions miracles. À toi, David. Oui, moi, je vais rester dans le domaine des réseaux sociaux, même si tout le reste est évidemment très important. Alors, citation d'Elon Musk qui disait « Twitter parle aux masochistes qui sommeillent en nous ». Alors la question c'est, est-ce qu'on veut continuer à se faire mal et faire mal à la démocratie ou est-ce qu'on veut autre chose ? Alors les technologies sociales, médias sociaux et numériques, l'idée est géniale, c'est on va vous dire, on va vous mettre dans un environnement où la valeur, ça va être vos amis qui sont autour, donc vous ne pourrez pas partir parce que vous n'arriverez jamais à partir avec tous vos amis et donc vous êtes bloqué là et on nous a donné ces outils gratuits dans les années 2000 et maintenant on est bloqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur d'un réseau social ou d'un média social, ce sont ses utilisateurs. Et donc, si on leur donne cette valeur-là, on peut aussi leur reprendre et aller la mettre ailleurs. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est très facile de passer d'un environnement social, d'un média social à un autre. Ça s'appelle la portabilité. Il y a des outils qui sont en train de se développer. Par exemple, nous, à l'Institut des systèmes complexes, on développe un outil qui s'appelle Open Portability qui permet de passer de X à Blue Sky, Mastodon, qui sont des autres environnements plus compatibles avec la démocratie. Et on est en train d'étendre ça à d'autres types de réseaux sociaux. Mais en gros, choisir un environnement où s'exprimer et où recevoir l'information, ça ne tient qu'à vous et vous pouvez tout à fait changer. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les réseaux sociaux que vous utilisez tous les jours ont changé de nature. Maintenant, ils sont utilisés à des fins politiques et géopolitiques. La question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez reprendre votre libre arbitre, reprendre votre liberté d'être informé, reprendre votre liberté de parler et aller sur d'autres environnements. Et donc, je vous encourage notamment à aller voir ce qu'on fait avec Open Portability, qu'on avait fait connaître sous le hashtag HelloQuitix. Mais il y a d'autres initiatives comme ceci. Et au final, ça ne prend que 5 minutes de créer un compte ailleurs. Et si vous le faites de manière coordonnée avec vos amis, vous aurez exactement la même valeur sociale sur d'autres environnements qui sont plus compatibles avec la liberté de parole, plus compatibles avec la liberté d'être informé, qui ne peuvent pas être rachetés par un milliardaire. Et c'est ça qui s'appuie sur des nouvelles technologies qui ont été découvertes il y a quelques années, enfin qui ont été mises en production il y a quelques années et qui sont maintenant tout à fait matures pour vous offrir les mêmes niveaux de service, mais dans des environnements, en gros, vraiment plus favorables au débat public et à la démocratie. Donc je vous encourage à faire ce pas avec vos amis, allez ailleurs, allez là où votre vie privée et la démocratie seront respectées. Merci infiniment à tous les trois. On aurait pu rester très longtemps, mais voilà. Merci à toi. Les meilleures choses ont une fin. Merci beaucoup. Alors, on a parlé des risques sur l'information et des risques sur la désinformation. On a parlé de à qui profite le crime. Mais en fait, il y a 2 volets de réaction possibles. Il y en a une, c'est les changements de nos comportements. Plein d'idées ont été évoquées. À travers l'éducation, on peut upgrader les gens. Une phrase que dit Viginum qui m'a toujours frappé, c'est en fait sur les attaques étrangères de désinformation, la France est le maillon faible de l'Europe. C'est quand même intéressant de le réaliser. Pourquoi ? Peut-être notre esprit critique, le fait que si on nous dit « tu ne trouves pas ça bizarre », on rentre dans le débat. Mais par rapport à des Finlandais, on est très fragile. Donc ça, c'est le volet de la résilience des citoyens eux-mêmes. L'autre volet, c'est le volet de la législation. On est un pays et un continent dans lequel c'est une arme qu'on utilise. Et on a énormément de chance d'accueillir Benoît Loutrel.
Benoît, enchanté. Benoît qui est membre du collège de l'Arcom et qui va nous faire l'état des lieux un petit peu finalement, du corpus réglementaire dans lequel s'inscrit l'action de l'Arcom, à la fois en tant qu'organisme indépendant français, tu le diras mieux que moi, mais également comme administrateur du DSA dont parlait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire du Digital Service Act qui régit les plateformes au niveau européen. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Pour commencer, juste en warm-up, en termes de raisons de distorsion de l'information, tu as envie de citer lesquelles? On a une collection, c'est ça qui est incroyable. Il y a un seul espace informationnel et puis il y a une série d'acteurs qui amplifient l'information. Donc il y a ceux qu'on connaît traditionnellement, presse, radio, télévision, et puis il y a les nouveaux joueurs qui sont apparus, moteurs de recherche, réseaux sociaux et maintenant intelligence artificielle. Donc on a 6 catégories de joueurs et chacun, suivant s'il est vertueux ou pas, peut être un acteur vertueux qui amplifie la bonne information ou parfois jouer de travers. Mais il y a un 7e joueur. Et le 7e joueur, c'est ça qui est très important dans l'espace numérique. C'est Axel, c'est moi, c'est vous. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier dans l'espace numérique. On fait tous partie de l'espace informationnel. Et quand on publie, quand on rediffuse un message sur un réseau social, on fait partie du jeu aussi. Et on peut, parfois à notre corps défendant, faire partie de la désinformation. Et donc à la fin, moi je dis toujours, on a 2 questions. Une question qui est la question un peu des régulateurs. Comment on rend ces grands acteurs qui amplifient vertueux? Comment on obtient que nos libertés disparaissent pas comme un dommage collatéral de l'irresponsabilité d'un grand acteur technologique? Ça, c'est la mission qu'on confie aux régulateurs. Mais il y a un autre sujet, qui est notre sujet collectivement, c'est comment nous, collectivement, on agit comme des citoyens numériques. Parce que si je prends l'exemple de la haine en ligne, chacun individuellement, caché derrière son pseudo Toto37, on continue à dire « crevez-lui les yeux », on ne va pas vivre dans un monde sympathique. Donc il y a un sujet collectif pour nous et il y a un sujet des grandes plateformes où oui, là, il y a des juges arbitres comme les gens de l'Arcom. Alors, moi, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de l'Arcom, mais j'ai compris qu'il y avait... Je dois être le seul ici à ne pas avoir tout compris, hein, mais bon, tu vas quand même m'aider à comprendre. Mais il y a vraiment un sujet de l'action en ce qui concerne les médias. Oui. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, pas seulement votre action, mais dans quel cadre conceptuel ça s'inscrit. Et deuxièmement, en tant qu'opérateur du Digital Service Act, le pendant sur les réseaux sociaux et les plateformes au sens large. Alors, l'Arcom, j'ai commencé à le dire, on est 9 juges arbitres. Donc, c'est le collège de l'Arcom, je suis un de ces 9 juges arbitres. Et collectivement, comme des juges arbitres, on essaye d'arbitrer une compétition. Ici, on travaille dans l'espace informationnel. Et en fait, il y a plein de compartiments dans cet espace informationnel. L'Arcom est l'un des juges arbitres. Si vous pensez à la presse, le juge arbitre, c'est la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, c'est la chambre de la presse. C'est eux qui sont les juges arbitres de savoir est-ce que la presse franchit la ligne rouge de la diffamation, et c'est eux qui interviennent. Quand on est sur radio-télévision, c'est le terrain de jeu où l'Arcom a été chargé par la loi de 1986 de rendre des services d'arbitrage et de faire respecter la règle du jeu. Donc ça, c'est l'Arcom que vous connaissez, dont vous êtes familier. Mais quand on arrive dans l'espace numérique, là aussi on se dit, on a ces grands acteurs, moteurs de recherche, réseaux sociaux, intelligence artificielle, et il faudra qu'on voit bien que si on ne fait rien, ils ne sont pas assez responsables. Et on a pu voir tous ces désordres informationnels. Et donc là, de la même manière, on a créé une équipe de juges arbitres. Mais ce qu'on a tout de suite réalisé, c'est que on a tous les mêmes problèmes dans le monde. Vous pouvez aller rencontrer n'importe quel pays au monde. Moi, on rencontre des collègues coréens. J'étais en Afrique il y a 10 jours. On a exactement la même problématique, mais on a les mêmes acteurs en face de nous.
Et donc, on a très vite réalisé qu'on ne pouvait pas jouer uniquement au niveau français. En France, aujourd'hui, on est 69 millions d'habitants. Je vais prendre l'exemple de Google. Quand on est chez Google, ce que Google compte, c'est combien de services ils ont, où ils ont plus d'1 milliard d'usagers pour chaque service. Ça vous donne un peu l'idée de la démesure qu'il y a entre ces acteurs et nos sociétés. En Espagne, il y a quelques années, ils ont voté une loi pour essayer d'encadrer la manière dont Google News fonctionnait. Et ça n'a pas plu à Google. Et l'entreprise a dit, moi je respecte la loi espagnole, mais l'Espagne, ce n'est pas un grand marché. Et ils ont fermé leur système. Ils ont fermé Google News en Espagne. Et donc là, tous les pays européens se sont réveillés en disant « Waouh, si on veut jouer ce jeu, si on veut avoir des juges arbitres pour être capable de faire respecter quelques règles du jeu, il va falloir qu'on agisse au niveau européen. 69 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant. Mais quand on crée une équipe européenne de juges arbitres, et l'ARCOM, quand on est au niveau du numérique, on n'est plus le régulateur français, on est le joueur français de l'équipe européenne de régulation. Et là, on est à 350 millions d'habitants. Et alors là, même Google, il dit « Ah oui, non, je ne vais pas quitter le marché européen parce qu'il gagne quand même beaucoup d'argent en Europe. » Et donc là, il dit « J'écoute l'équipe européenne de régulation. » Par rapport à la télé et la radio, le cadre de référence de l'action de l'ARCOM, c'est le pluralisme. Comment tu le raconterais? C'est ça qui est intéressant. Vous voyez qu'on est dans les deux cas mandaté par la loi, une loi française, la loi de 1986 pour audiovisuel, une loi européenne, on l'a dit, le règlement sur les services numériques, le DSA, Digital Services Act, pour les plateformes. Et à chaque fois, c'est comme une compétition sportive. On a des règles du jeu différentes à faire respecter. Donc quand on est en radio ou en télévision, la loi française dit on vous donne, l'État, la collectivité vous donne des fréquences qui vous permettent de créer ces radios, ces télévisions. On les donne gratuitement aux médias et en échange, on leur demande de respecter des règles du jeu. Et donc, c'est ces règles du jeu qu'on fait respecter. Donc, c'est des règles où on leur demande de participer à la cohésion nationale, on leur demande de ne pas propager des discours de violence, des discours de discrimination, on leur demande de respecter des règles de pluralisme et, le cas échéant, on intervient ex post. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, la loi de 1986, la première règle qu'elle donne, c'est de dire « vous avez le droit d'exister ». Vous avez la liberté de communication et la première mission de l'ARCOM, c'est de veiller au pluralisme parce qu'on est bien informé si on peut bénéficier de ce pluralisme. Regardez cette salle qui est incroyable, regardez-le avec un œil fermé, vous n'allez pas prendre la mesure. Regardez-le avec deux yeux, vous allez prendre tout le relief. Mais l'information, c'est pareil. Il n'y a pas un média qui est meilleur que les autres. Chaque média essaye de décrire la réalité, de donner un sens à cette réalité. Et vous allez vous former votre opinion personnelle parce que vous pouvez accéder à des médias pluralistes. Donc c'est le cœur de la mission de l'ARCOM en audiovisuel. Et ça, c'est ce corpus de règles que tu viens d'évoquer sur la télé et la radio, quand tu prends les autres pays équivalents, on a un corpus équivalent, plutôt plus exigeant, moins exigeant. Comment tu pourrais éclairer ça? Quand on regarde honnêtement à l'échelle européenne, on a tous les mêmes corpus et il y a des différences. Vous allez en Allemagne, compte tenu de leur histoire, ils vont avoir des règles peut-être un peu plus strictes. Compte tenu de leur histoire, ils disent on n'a pas de régulateur au niveau national, on a un régulateur au niveau de chaque Länder. Mais si vous dézoomez un peu et que vous nous comparez au reste du monde, on a une communauté de valeurs européennes et on voit que c'est au cœur du projet européen, qui est un projet démocratique, et d'avoir globalement les mêmes règles. Sur les services numériques, Vincent, en introduction, a évoqué des éléments du DSA qui n'étaient pas mis en œuvre. Est-ce que c'est vrai? Où ça en est? Et qu'est-ce qu'on attend, docteur? Alors, le règlement sur les services numériques, c'est un règlement assez incroyable, où effectivement on essaye pour la première fois, et on est la seule zone du monde à se lancer dans cette aventure, on essaye de créer un cadre pour responsabiliser ces acteurs. Vous voyez, c'est important de se demander, mais c'est quoi l'objectif? Dans quel cas on pourra dire qu'on a réussi la mise en œuvre du règlement sur les services numériques? Au début, on a eu des journalistes qui nous ont dit si vous mettez des milliards d'euros d'amende, vous aurez réussi. Et on leur dit non, en fait, parce qu'on sera peut-être amené à mettre des milliards d'euros d'amende, mais ça voudra dire, entre guillemets, qu'on a échoué, parce que le but, ce n'est pas de récupérer de l'argent, même si c'est bien pour les finances publiques. Notre but, c'est d'obtenir que nos règles soient respectées. Et donc, on est plutôt en train de... Chaque fois qu'on a un acteur qui ne joue pas les règles du jeu,
on essaye d'obtenir qu'ils prennent un engagement de les respecter, qu'on l'a mis en évidence, et quand ils refusent, alors oui, on lui met l'amende. Mais donc, mettre des amendes, ce n'est pas le succès. Après, on a des gens, parfois, dans le dialogue avec nos parlementaires, qui nous disent vous aurez réussi s'il n'y a plus de fausses informations. Vous aurez réussi s'il n'y a plus de harcèlement en ligne. On leur dit, écoutez, on aimerait bien, mais du harcèlement, il y en a toujours eu dans nos sociétés. Il y en a toujours eu dans les écoles. Souvenez-vous, c'est la guerre des boutons, le film. Donc ça prend des nouvelles formes, mais on ne peut pas espérer totalement éradiquer ça. La haine en ligne, il y a toujours eu de la haine dans nos sociétés. Il y a toujours eu de la désinformation. Et du coup, c'est déroutant quand je dis ça, mais la réponse, c'est, avant le règlement sur les services numériques, on faisait face à tous ces désordres informationnels et on se sentait désemparé. Avec le règlement sur les services numériques, collectivement, on est en train d'apprendre à savoir comment réagir. Il y aura toujours des tentatives de nos amis russes de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et d'intervenir dans le débat public français pour essayer de mettre de l'huile sur le feu. La question, c'est est-ce qu'on sait réagir à ça ? Et donc, c'est une réponse collective de dire on va réussir avec ce texte à apprivoiser cet espace numérique et collectivement à dire oui, il y a des intelligences artificielles, mais on sait qu'on doit avoir un sens critique dessus. Et c'est comme ça que collectivement, on pense qu'on va réussir. Mais par exemple, il disait que les chercheurs devraient normalement avoir accès. Et ça, c'est un très bon exemple. Ouais. Alors, pourquoi ? C'est sans doute la règle la plus importante qui est dans le règlement sur les services numériques. C'est l'article 40, si vous voulez tout savoir, qui est un article qui dit « Tout chercheur en Europe peut demander à accéder à des données individuelles sur les grands réseaux sociaux pour pouvoir mener des recherches ». Et pourquoi on pense que c'est un des articles les plus importants ? Parce qu'on a le sentiment que si ces entreprises sont insuffisamment responsables, et parfois elles sont même irresponsables, c'est parce qu'on ne comprend pas assez ce qu'elles font, on ne sait pas assez caractériser ce qu'elles font. Et quand vous savez qu'on ne peut pas vous coincer, ça ne vous pousse pas à agir de manière responsable. Et aux États-Unis, il y a quelques années, alors qu'on n'avait pas encore voté la loi européenne, Meta, l'éditeur de Instagram et de Facebook, s'est dit, il paraît quand même, il y a beaucoup de gens qui disent que sur Instagram, une consommation immodérée d'Instagram sur des adolescents renforce les risques de troubles du comportement alimentaire et, pour faire court, le risque d'anorexie, notamment sur les jeunes femmes. Et donc, ils ont signé un accord avec des meilleurs chercheurs d'universités américaines en disant on va vous donner accès à ces données et vous allez essayer de nous dire si c'est vrai ou pas. Mais ils ont rajouté une clause en disant à propos, vous signez aussi un accord de confidentialité. Les chercheurs ont mené les recherches et ils ont mis en évidence qu'effectivement, oui, quand vous passez des heures sur Instagram, que vous êtes dans l'adolescence, ça vous renvoie toujours cette image une image déformée de votre corps et ça augmente le risque que vous tombiez dans l'anorexie. Et là, Meta a dit, alors vous vous souvenez, il y a une petite ligne qui dit qu'il y a un accord de confidentialité, vous ne pouvez pas publier les résultats de votre recherche. Et il y a une femme aux États-Unis qui s'appelle Frances Haugen, qui travaillait dans les équipes de Meta et qui ce jour-là a été voir la Security Exchange Commission, qui est le régulateur des marchés boursiers, qui a dit vous avez un cadre juridique qui protège les lanceurs d'alerte, je veux rendre public ces recherches, qui avaient été cachées par Meta. Et c'est ça qui a permis de comprendre ce qui se passait. Et là, le Parlement européen et le Conseil des États membres s'est dit mais on ne va pas avoir des milliers de Frances Haugen, parce qu'il fallait avoir du courage pour mettre ça sur la place publique et avoir contre soi tous les avocats de Meta. Et donc ils ont dit mais on va inscrire dans le droit européen le droit des chercheurs à demander ces données pour pouvoir mettre en évidence où sont les risques. Parce que quand on met en évidence les risques, après on peut se retourner vers ces entreprises et dire le risque est là, il est caractérisé, vous devez agir. Et donc c'est vraiment une disposition très importante du règlement sur les services numériques. On est en train de le mettre en œuvre. On sait qu'on va le mettre en œuvre, ces entreprises vont réagir et vont provoquer des contentieux. Donc oui, on s'est préparé, on a mis 2 ans, ça paraît très long, pour écrire le décret d'application, pour faire court, qui explique comment cette procédure va fonctionner, parce qu'on va s'en servir et on sait que derrière, typiquement, elles vont essayer de nous dire « Ah, mais vous ne respectez pas le règlement général sur la protection des données ». Elles vont essayer de nous opposer entre régulateurs et on se prépare à ça. Mais ça y est, la procédure a démarré. Elle a démarré en octobre dernier et en ce moment, on est en train d'instruire les premières demandes des chercheurs pour pouvoir leur permettre d'accéder à ces données et de mettre en évidence où sont les zones d'ombre et de rétablir cet équilibre entre nos sociétés et ces entreprises. Parce qu'à la fin, c'est une guerre du savoir. Si on sait prouver qu'elles ont un effet sur nous, on saura exiger qu'elles soient vertueuses.
David est très content, il va avoir plein de données bientôt pour travailler. On travaille à rendre David heureux. C'est ça le but de l'ARCOM. En dernière question, on a 1 minute, mais oublie ton devoir de réserve et dis-nous qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de moins d'ailleurs dans ce rapport institutionnel au défi de l'information. Je crois que moi, je voudrais conclure en 1 minute sur cet enjeu de citoyenneté numérique. On est des acteurs dans ce monde numérique. Si on a des difficultés, c'est aussi parce qu'on peut agir beaucoup plus. On peut s'informer sans fin. On participe, chacun d'entre nous, à la propagation de l'information. Et donc, il faut prendre conscience de ce grand pouvoir qu'on a maintenant, mais qui crée aussi de grandes responsabilités. Et il faut garder un esprit critique. Je vais conclure juste sur un exemple. Les intelligences artificielles, c'est fascinant. Vous jouez avec, vous allez voir, vous pouvez poser des questions très sophistiquées et avoir des réponses incroyables sur les sujets sur lesquels vous ne connaissez rien. Mais gardez en tête qu'elles n'ont pas le début de l'embryon de votre intelligence et que vous devez garder ce sens critique. Et donc je vais vous donner un exemple très concret. Je l'ai testé il y a 2 minutes en étant encore assis sur ma chaise. J'ai été sur une intelligence artificielle très grok. Et je lui ai posé 2 questions. Et j'ai posé la question à Grok en disant « Mais qui est Benoît Loutrel ?» Et il m'a récité mon CV, ça n'a aucun intérêt. Et après, je lui ai répondu « Est-il sportif ?» Et là, Grok m'a dit « Oui, c'est un grand sportif. C'est un spécialiste d'ultra-trail. Il court des chrousses. » Et donc, vous me regardez, vous voyez Axel. Aucun de nous n'est un grand sportif. Nous ne sommes pas des spécialistes d'ultra-trail. Là, je suis... Et je remercie Grok parce que de temps en temps, ils me font croire que je n'ai pas mon âge et que je n'ai pas dépassé 100 kilos comme c'est le cas. Et Grok me confond avec l'autre Benoît Loutrel. On est 2 en France, ça s'appelait Benoît Loutrel. Et l'autre, c'est un spécialiste d'ultra-trail. Donc, trouvez votre exemple, mais celui que vous gravez dans vos têtes pour dire ces merveilleuses intelligences artificielles, mais elles peuvent halluciner et vous dire la plus énorme bêtise au même moment. Et tant que vous gardez ça en tête, je pense que collectivement, on arrivera à faire de ce monde un monde informé avec un sens critique important. Merci beaucoup Benoît, merci infiniment. Merci à vous. Et maintenant, on est tous en première ligne de cette guerre de l'information. Donc on y va, au front. Merci à tous.